Et on va reparler de la Russie à présent avec l'invité d'Au cœur de l'info. Comment être correspondant et reporter pour un média occidental dans la Russie de Vladimir Poutine, dans un pays où règne un climat de défiance envers les étrangers, où l'on est régulièrement contrôlé, surveillé, voire suivi, et où quelques mots ou un simple problème administratif peut mener tout droit à la case prison. C'est ce quotidien que décrit le désormais ex-correspondant en Russie pour plusieurs médias, Paul Gogo, dans un livre qui vient de paraître, Moscou Parano, la Russie de Poutine, mise à nu aux éditions du Rocher. Bonsoir Paul Gogo. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. Alors ce livre revient sur 9 ans de correspondance en Russie, un quotidien de journaliste occidental, je le disais, bourré de contraintes, d'obstacles administratifs, de tentatives aussi d'intimidation parfois. Comment est-ce que les choses ont évolué pour un journaliste justement que vous étiez occidental dans cette Russie de Vladimir Poutine sur ces 9 années? Alors, tout a toujours été très compliqué, mais c'est vrai que le Covid, plus l'annonce de cette offensive contre l'Ukraine en 2022, tout cela, ça n'a fait que dégrader nos conditions de travail. Alors, d'un côté, il y a l'administratif, c'est pas le plus intéressant à raconter, mais d'un autre côté, c'est réellement quelque chose qui nous a pris de plus en plus de temps et qui nous a beaucoup occupé l'esprit. Et si je dois citer on va dire un des soucis principaux liés à cette question-là, c'est notamment le fait qu'on m'a délivré mes visas vraiment en dernière minute à chaque fois. Ce qui amène évidemment beaucoup de stress parce que si je ne quitte pas la Russie au bon moment, si mon visa n'est pas renouvelé, je finis en prison. Donc il y avait ce stress-là. Ensuite, il y a bien sûr le fait que la Russie se coupe du monde et donc progressivement, j'ai eu de moins en moins accès à Internet. Donc pour faire les recherches quand on est journaliste, c'est compliqué. Pour des choses de question de logistique aussi, avoir de l'argent, du cash, c'est compliqué parce que le système bancaire ne fonctionne plus en Russie. Donc il y a eu toutes ces difficultés-là. Et puis bien sûr, il y a la surveillance, la pression. Et je pense qu'au-delà de tout ça, la question la plus importante pour moi, c'est le risque de finir en prison, qui est devenu quelque chose que j'avais sur les épaules en permanence depuis 2-3 ans. Et donc ça veut dire que vous êtes journaliste, hein, je ne suis qu'un journaliste, mais je me retrouve à travailler dans un pays où je peux finir en prison à tout moment, simplement parce que j'ai décidé de couvrir ce pays, de raconter ce pays depuis l'intérieur. Avec cette accusation d'être un agent de l'étranger qui pèse sur beaucoup d'étrangers qui Ou de devenir un opèrent espion, en d'être Russie. qualifié d'espion Voilà, aussi. on l'a vu avec le chercheur Laurent Vinatier, qu'on a d'ailleurs Exactement. reçu dans Au cœur de l'info il y a une semaine et qui nous racontait justement ce climat dont il a fait les frais pour ce qui le concerne. Un climat aussi de délation que vous diriez hérité de l'URSS. Alors, c'est effectivement quelque chose que j'ai essayé de comprendre parce que la délation, je ne l'ai pas particulièrement vécue avant 2022. C'est vraiment après le début de cette grande offensive qu'on a commencé à voir ces choses-là se multiplier dans le pays. Et en fait, ça s'explique. C'est pas quelque chose. Je vais pas dire tous les Russes avaient ça dans leur gène ou c'est pas du tout ça. Je pense que c'est avant tout un réflexe de peur, voire de protection. Cette idée que quand un étranger vient vous poser des questions sur un sujet sensible, tout ce qui touche à Vladimir Poutine ou à la guerre est ressenti comme sensible par la population russe, eh bien même si vous avez envie de répondre à l'étranger, une fois que vous lui avez répondu, et si vous ressentez que vous avez été un peu trop sincère avec lui, eh bien après l'avoir quitté, vous vous posez des questions et vous vous dites mais est-ce que là je me suis pas mis en danger? Dans le doute, je vais prévenir la police pour leur dire que j'ai parlé à cet étranger, m'assurer que cet étranger n'est pas un espion. Donc il y a ça d'un côté, et puis de l'autre, oui, il y a les pro-Poutine radicaux, pro-guerre radicaux, qui eux ne prennent aucune pincette et qui sont capables de dénoncer au procureur tous les Russes en exil, tous les artistes qui s'opposent un peu trop à la guerre, ou des étrangers, comme dans mon cas, qui travaillent dans leur pays. Et après 9 ans, donc vous avez fait le choix de quitter le pays. Vous diriez que être correspondant dans la Russie de Vladimir Poutine, c'était devenu une mission impossible? C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas, effectivement, parce qu'en fait, j'ai décidé, mais de façon contrainte, c'est une subtilité très russe peut-être, mais la réalité, c'est qu'on ne m'a pas renouvelé mon visa. Alors, j'aurais certainement pu me battre pour l'obtenir quand même, mais cette Visa fois-ci. que vous deviez renouveler tous les 3 mois, ce qui n'était Exactement. pas le cas quand vous êtes arrivé au début. Exactement, au début, c'était tous les ans. Et soit dit en passant, les journalistes russes qui vivent en France, eux, ne renouvellent leur visa que tous les ans, encore aujourd'hui. Nous, en Russie, c'est tous les 3 mois. Ça veut dire que quand vous avez renouvelé votre
votre visa, vous vous retrouvez de nouveau dans un processus de renouvellement de visa pour celui qui suit derrière, et vous avez l'impression de passer votre vie à faire tout ça. Et donc, il y a de ça, toutes les questions dont je parlais tout à l'heure, et puis des choses toutes bêtes, quand vous travaillez dans un pays et que les gens que vous voulez rencontrer ne veulent pas vous parler, ou ont peur de vous parler, et que, en gros, vous rentrez de reportage avec 2, 3, 4 citations dans le meilleur des cas, ça devient tout simplement compliqué de pouvoir raconter le pays quand personne ne veut vous adresser la parole. Alors, on ne sort pas indemne d'une telle expérience. Vous dites que vous avez beaucoup donné personnellement à la Russie, y compris votre sang, vos urines, votre salive et même votre voix. Expliquez-nous. Exactement. Alors tout ça est venu au cours du temps en fonction de nouvelles lois, nouveaux décrets. Ma voix, j'ai dû le faire l'été dernier, tout simplement parce qu'on a dû déclarer nos cartes SIM auprès des autorités russes. Et l'idée, certainement, c'est que le FSB, le service de sécurité, puisse vraiment nous espionner toujours plus précisément. Et la voix, pour dire concrètement à quoi ça ressemble, on m'a demandé d'aller dans une banque à Moscou, parce que ce sont dans les banques qu'il y a des dispositifs qui permettent d'enregistrer la voix. On m'a demandé de compter de 1 à 9 en russe, ensuite de 9 à 1 en russe, toujours. Et eux ont enregistré ça, ils ont pris mes empreintes, mes photos, ça, c'est arrivé très régulièrement. Et l'idée, c'est que les services de sécurité puissent reconnaître ma voix quand ils me mettent sur écoute, quand ils nous espionnent, en gros. Mais ça me concerne moi, mais pas seulement. C'est vraiment tous les étrangers du pays. 4 ans après le début de la guerre en Ukraine, qui a véritablement commencé en 2014, on le sait, quel est l'état d'esprit, vous diriez, des Russes sur ce conflit ? Eh bien, franchement, j'ai la sensation. Alors, j'essaye de ne pas mettre mes émotions personnelles dans cette estimation, mais j'ai la sensation de quitter la Russie dans un moment assez important, même voire clé peut-être, avec une différence que je trouve assez risquée entre le point de vue du Kremlin, la rhétorique du Kremlin, qui pousse les Russes à partir du principe que la guerre va continuer encore longtemps, que c'est certainement une guerre de long terme, qu'il faut continuer, il faut rester soudé, il faut continuer à se battre pour la patrie. Et de l'autre côté, des Russes qui, moi, ne me semblent pas du tout être sur cette longueur d'onde, parce que même ceux qui soutiennent la guerre et qui soutiennent Vladimir Poutine fatiguent. Et en fait, eux, ce qu'ils réclament, c'est que les choses s'arrêtent, c'est à la limite qu'il y ait une victoire de la Russie, mais qu'elle soit rapide. Et donc, j'ai l'impression de voir une différence de point de vue. Un mécontentement grandissant ? Oui, un mécontentement grandissant, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui progressivement peut éloigner l'opinion publique russe de la vision que le Kremlin a de cette opinion publique, et donc peut-être à terme représenter un risque social pour le Kremlin. Une opposition réelle est-elle encore possible, toutefois ? C'est dur à estimer parce qu'effectivement, il n'y a plus d'opposants en Russie. Ils sont ou bien en prison, ou bien en exil, ou bien pour certains, ils ont été assassinés. Il n'y a plus d'opposants politiques déclarés, mais par contre, il y a une population qui, elle, prépare l'après-Poutine. Et ça aussi, c'est un phénomène que j'ai découvert avant de partir. Il y a des gens qui ont compris qu'ils avaient tout à perdre à s'opposer à Vladimir Poutine en écrivant des choses, par exemple, sur les réseaux sociaux ou en tentant de manifester. Alors, ils ne disent rien. Mais par contre, via des réseaux d'opposants, souvent liés à des ONG qui sont basées à l'étranger et qui sont organisées par des Russes eux-mêmes en exil, eh bien, il y a plein de Russes comme ça qui essayent de préparer l'après-Vladimir Poutine en se disant, de toute façon, il ne se passera rien tant que cet homme sera vivant. On attendra son décès en espérant que la Russie puisse prendre une sorte de nouvel envol après la disparition du président russe. Il n'y a pas d'empathie, on sait que ce n'est pas un bloc monolithique, le peuple russe, mais vous avez senti quand même chez certains de l'empathie vis-à-vis du sort des Ukrainiens ? Oui, en fait, dans la vision de la population russe, il y a cette idée même, en fait, que les Ukrainiens sont victimes d'une prise d'otage de leur gouvernement, lui-même pris en otage par les Américains. C'est en gros la vision russe, une vision en tout cas très répandue dans le pays. Et donc, il y a cette idée que, d'un côté, alors on a du mal à faire la différence entre les Ukrainiens civils et les néo-nazis. Quand on parle russe, en fait, c'est quelque chose d'un peu compliqué à comprendre et à visualiser, tout simplement parce que ça reste de la propagande et de la rhétorique russe, ces histoires de néo-nazis ukrainiens. Mais dans l'esprit des Russes, il y a quand même cette idée qu'une partie de la population est victime, non pas de l'attitude du président russe, bien sûr, mais comme je le disais, du gouvernement ukrainien, des Européens aussi, et des Américains. Vous parliez de propagande.
on le sait, les Russes sont coupés de toute source d'informations véritablement indépendantes, avec aussi l'interdiction de certains réseaux sociaux. Et à ce sujet, c'est votre carte blanche du jour, une tradition dans Au cœur de l'info. Vous nous avez transmis une photo que vous avez d'ailleurs vous-même prise en 2018 de l'ancien opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, et l'occasion d'évoquer donc son action à ce sujet, notamment sur cette interdiction des réseaux sociaux. Exactement, parce que cette photo, pour moi, c'est déjà un autre temps. C'est-à-dire que déjà, on a Alexei Navalny, qui était un opposant russe qui a été emprisonné puis assassiné en prison. Donc c'est un opposant qui n'existe plus aujourd'hui. Ensuite, ce qu'on voit derrière, c'est une grande manifestation dans le centre de Moscou, chose qui n'est plus possible aujourd'hui parce que depuis 2020, la Russie utilise le Covid pour interdire ces manifestations. Et effectivement, le sujet de cette manifestation est totalement d'actualité parce qu'à l'époque, les Russes protestaient contre le blocage de l'application Telegram en Russie. En 2018, le Kremlin a passé l'année à essayer de bloquer cette application sans jamais y arriver. Ils ont laissé tomber. Et là, depuis quelques jours, le Kremlin est en train d'utiliser une nouvelle méthode. C'est en gros de bloquer tout Internet. Et plutôt que de faire des listes noires de sites interdits, ils font une liste blanche des sites autorisés en bloquant tout le reste. Et ça passe mal auprès Et ça des Russes, passe mal. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce qu'il y a un vrai mécontentement social que je vois depuis plusieurs semaines maintenant. Et j'ai parfois l'impression que là, le Kremlin vient de mettre les pieds dans quelque chose qui pourrait être un peu plus risqué que ce qu'on croit, parce que Telegram, c'est le quotidien des soldats russes, c'est le quotidien des civils russes. Et quand du jour au lendemain, vous les privez de tout ça, de Telegram et pas seulement du reste d'Internet, eh bien, ça rend les Russes réellement furieux aujourd'hui. Propagande toujours, vous diriez que la Russie est entrée dans l'ère de la post-vérité, véritablement avec cette guerre en Ukraine? Exactement. Alors, c'était déjà un peu le cas avant, mais c'est clair que dans cet état de censure militaire que les Russes vivent aujourd'hui, c'est un renversement total de chaque vérité qu'on peut apporter au Kremlin et qu'on peut apporter aux Russes. Un élément qui a joué un rôle dans cette situation, c'est notamment le fait que, justement, via Telegram, les Russes aient eu accès à des images non contrôlées par les médias d'État, via les réseaux sociaux et particulièrement Telegram. Et donc, ces médias et le Kremlin ont dû s'adapter. Et donc, ils ont compris que la population voyait les images, par exemple, des crimes de guerre réalisés par l'armée russe en Ukraine. Les médias ont décidé de diffuser ces images, mais plutôt que de les contextualiser, d'expliquer la vérité, eh bien, on a préféré expliquer derrière, à chaque fois, bien sûr, que c'était l'Ukraine. Si on parle de Boutcha, l'Ukraine est à l'origine de Boutcha ou de crimes de guerre à Mariupol. En gros, on renverse totalement la réalité à chaque fois. Et c'est une stratégie qui, à mon avis, est en place pour manipuler les foules, oui, mais qui a certainement été nécessitée par l'omniprésence, comme partout dans le monde d'ailleurs, de la population russe sur les réseaux sociaux. On sait que Vladimir Poutine est nostalgique de l'URSS. Son objectif de restaurer la grande Russie reste intact aujourd'hui? Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette nostalgie de l'URSS, mais en fait, plus que ça, c'est devenu vraiment, oui, une question d'empire, quoi, que Vladimir Poutine veut reconstituer. Et ce qui est intéressant, c'est que son idéologie actuelle se construit progressivement à l'opposé de l'idéologie soviétique, puisque Vladimir Poutine n'est pas du tout un communiste. Aujourd'hui, on a vraiment un ultranationaliste au pouvoir en Russie, un ultra-conservateur aussi, et c'est là-dessus qu'il base beaucoup de choses. Et cette partie valeur ultra-conservatrice, elle lui est très utile parce que ça permet de faire le lien avec la guerre en Ukraine, d'expliquer la guerre en Ukraine qui reste quelque chose d'incompris pour beaucoup de Russes, en expliquant aujourd'hui en Ukraine, on ne se bat pas totalement, seulement plutôt contre les Américains ou les Européens, mais on se bat aussi contre leurs valeurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien dans la population russe. Vladimir Poutine qui a aussi, et on le sait parce qu'il y a des élections en Hongrie qui arrivent, pays qui est concerné, objectif de déstabiliser aussi les sociétés occidentales via, donc on le sait, des cyber-attaques, c'est des manifestations de cette guerre hybride et cette ingérence notamment dans les processus électoraux. Oui, c'est quelque chose c'est une stratégie à long terme en fait de la part du Kremlin. Faut pas croire que le Kremlin mise tout sur ces ingérences. C'est juste un outil parmi d'autres. C'est d'ailleurs comme ça qu'on qualifie de guerre hybride les actions du Kremlin. Il y a eu une discussion il y a quelques jours très intéressante au Kremlin entre le Premier ministre arménien Pachinian qui est venu rencontrer Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine lui a reproché de ne pas laisser un oligarque
proche du Kremlin se présenter aux prochaines élections qui auront lieu en Arménie. Et la discussion est totalement folle entre les deux représentants parce que Nicole Pachinian lui répond honnêtement en lui disant mais moi en fait j'ai des élections libres dans mon pays, moi tout le monde peut se présenter, ma constitution interdit aux Russes de se présenter chez moi, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et Vladimir Poutine en gros regrettait dans son discours de ne pas pouvoir faire d'ingérence sur l'Arménie, tout simplement. Et ça, il l'a tenté en Moldavie. Il le tente dans plein d'autres pays d'Europe, surtout d'Europe de l'Est. Il sait très bien qu'il n'aura pas de président pro-russe au pouvoir en France, mais un président ou une présidente nationaliste, ce serait déjà une victoire pour le président russe. Et donc, partout en Europe, et pas que en Europe d'ailleurs, il essaie de pousser pour avoir des présidents ou des représentants, des chefs d'État qui ont plutôt ses idées, son idéologie, qui ensuite pourrait l'aider à diviser l'Europe. Quels ont été vos reportages ou vos rencontres les plus marquants, vous diriez, sur ces 9 dernières années? C'est une grande question. Dans les reportages marquants, pour tout vous dire et pour être honnête, il y a certainement ces voyages de presse de l'armée russe. Alors, c'est pas le plus glorieux quand on est journaliste, les voyages de presse, mais ces voyages de presse durant lesquels j'ai pu entrer dans de nombreuses bases militaires russes et on m'a montré une armée incroyablement organisée, massive, capable de bombarder massivement des territoires, mais dans le cadre d'un exercice. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué quand l'offensive a été lancée sur l'Ukraine en 2022, où là, on a retrouvé une armée russe incapable même d'organiser la logistique pour fournir le carburant de ces blindés qui étaient entrés sur le territoire ukrainien. Donc ça, c'était intéressant. Ensuite, évidemment, j'ai eu beaucoup de rencontres très marquantes, touchantes, de gens victimes de la guerre, victimes de la répression d'une façon ou d'une autre. Je les ai rencontrés de Vladivostok, et d'ailleurs je le raconte dans mon livre, de Vladivostok jusqu'à Moscou, ou même au fin fond de la Sibérie. Vous avez toujours la personne un peu bizarre du village ou de la ville qui est en fait le militant, l'activiste anti-Poutine et qui essaye de se battre jusqu'au bout. Donc même si ces gens sont emprisonnés, quasiment tous emprisonnés aujourd'hui, ils ont le mérite d'exister et d'avoir donné leur vie parce qu'ils croient en une Russie sans Vladimir Poutine avec plus de démocratie. Et tout cela est donc à lire et à découvrir dans votre livre Moscou Parano aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Merci à vous. Paul Gogo d'être passé nous voir dans Au cœur de l'info. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous. Prochain point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.